Eh bien, bonjour Maurice Signolet. Bonjour. Voilà, vous êtes commissaire divisionnaire, vous avez été commissaire divisionnaire, vous avez été policier pendant plus de 40 ans, et vous avez publié aux éditions de l'Artilleur un livre au titre enchanteur, La police ne peut plus rien pour vous. Oui, j'ai voulu raconter ma vie de policier. J'insiste sur ce point. C'est pas un métier, hein, c'est une vie, c'est un engagement. J'ai été 40 ans policier. Je suis rentré comme inspecteur de police, un corps qui n'existe plus. Hein. Et pour terminer, j'ai gravi tous les échelons et j'ai terminé commissaire divisionnaire. J'ai voulu écrire ce livre, un témoignage. Si vous voulez, il y a eu cette affaire de Mazan là qui a été particulièrement reprise dans les médias, etc. Là, avec cette femme qui avait abusé par son mari, et ça avait défrayé la chronique. Mais quelque chose, moi, avait retenu mon attention en tant que policier, qui ne semblait pas avoir retenu l'attention des médias. C'est l'engagement du policier. Si un obscur gardien de la paix dans un commissariat de province n'avait pas fait preuve d'initiative, jamais cette affaire, qui est l'un des plus grands scandales au niveau des faits divers de ces 30 dernières années, ne s'était engagé policièrement. Et on n'a pas rendu hommage à ce gardien de la paix. Vous savez, le mari avait été interpellé parce il filmait On est en train de parler de l'affaire Pellico. Hein, Pellico, oui, pardon, non, je me trompe. Vous m'avez fait lever de bonne heure ce matin, vous savez. Merci mille fois d'être avec nous si tôt matin. Et donc, dans l'affaire Pellico, c'est donc un gardien de la paix qui, alors qu'il il intervenait pour un homme qui filmait sous les jupes des femmes, généralement, ça donne lieu à une main courante, et puis voilà, c'est terminé. Et au contraire, il a gratté énormément, et il a réussi à sortir cette affaire. Donc, j'ai voulu, ça a fait tilt un peu en moi. Je me suis dit, on parle toujours des grandes affaires, des grands policiers, et on parle jamais des obscurs, hein, des petits, ceux qui sont dans les commissariats, qui font le métier au quotidien. Et donc, je me suis dit, je vais apporter mon témoignage de 40 ans d'une vie de policier. Je le raconte du jour où je suis entré à l'école des inspecteurs jusqu'au jour où je suis parti en retraite. Et j'ai été dans beaucoup de services, hein, principalement en police judiciaire, à la brigade criminelle, aux stupéfiants, etc. Mais j'ai également été beaucoup dans les commissariats. Dans le 93, j'étais patron d'Aubervilliers, d'Aulnay-sous-Bois, des endroits riches en délinquance. Et je me suis dit, je vais raconter mon parcours. Et le lecteur, en décryptant mon parcours, il comprendra pourquoi la police, l'institution policière, s'est délitée au fil des décennies. On n'arrête pas de parler de l'augmentation de la délinquance, de l'ensauvagement de la société, de la délinquance qui devient très prégnante, du narcotrafic, etc. Donc, tout à fait légitimement, on le justifie ou on l'explique par la montée de l'immigration, par la disparition des valeurs, etc. Mais on oublie de parler de l'institution elle-même qui est chargée de lutter contre ça. Et on oublie, ou tout du moins on ne perçoit pas, l'évolution sociologique qu'il y a eu au sein de l'institution policière, qui fait que, à mon avis, aujourd'hui, la police ne peut plus rien pour vous. Alors, le titre de mon le titre, on y reviendra. Voilà. Quand vous parlez de l'évolution de la police, on a l'impression qu'il y a deux choses dans votre livre. Il y a d'une part les personnes qui rentrent dans la police et qui effectivement ne sont pas comme vous il y a 40 ans. Voilà, elles sont nées, elles ont été élevées, elles ont été éduquées dans une autre France, dans une France en train de se transformer profondément. Et aussi, il y a la manière dont l'institution s'est réformée en permanence. Pas tant, on aurait envie de dire pour le meilleur et pour le pire, mais plutôt pour le pire. C'est qu'en fait, cette institution policière se délite moins sous l'effet du délitement général de la société que sous l'effet des décisions des ministres de l'Intérieur successifs. Oui, tout à fait. Si vous voulez, moi, quand je suis rentré dans la police il y a 40 ans, il y avait encore le plein emploi. Donc, lorsqu'on rentrait, c'était vraiment une vocation. Si on ne rentre pas dans ce métier-là par foi, par vocation, par souci de l'autre, c'est catastrophique. Donc, lorsqu'on entrait dans la police, on s'adaptait à la mission. Vous voyez, la mission exigeait beaucoup de disponibilité, travailler de jour, de nuit, le samedi, le dimanche, etc. Donc on s'adaptait à cette situation. Aujourd'hui, on a inversé, c'est-à-dire qu'on adapte la mission aux velléités de ses fonctionnaires.
voyez, la nuance est importante. Et en fin de compte, on va tout le temps invoquer la dangerosité du métier, la difficulté du métier pour obtenir de plus en plus d'avantages, qu'ils soient indiciaires, qu'ils soient de carrière, etc., etc. Et donc, si vous voulez, c'est petit à petit, comment je pourrais vous dire, par exemple, dans l'îlotage, il y a des gens qui font de l'îlotage à vélo, à roller, à cheval, etc. On pourrait penser qu'ils font de la police à roller, etc. Non, la nuance est importante. On fait du vélo dans la police, vous voyez, on fait du cheval dans la police. C'est-à-dire qu'on a fini par adapter, selon les velléités, les desiderata des fonctionnaires, la mission. Et l'îlotage, c'est le fait d'être sur un petit territoire et donc de patrouiller. C'est un exemple comme un autre. Hein. Et pareil, lorsque moi je suis entré dans la police, la hiérarchie, c'était une hiérarchie de compétences. Aujourd'hui, c'est une hiérarchie d'obéissance. C'est plus du tout la même chose. Alors en plus, par ruissellement, si vous voulez, il y a une omniprésence syndicale très forte dans la police. Il faut savoir que la police est syndiquée à 80%. Quand on compare à ce qui se passe ailleurs en France, il y a un taux de syndicalisation de 6 ou 7%. Nous, dans la police, vous avez un taux de syndicalisation de 80%. Et donc, on en arrive à une espèce de cogestion, de délitement de la hiérarchie, de délitement de l'autorité hiérarchique. Et aussi curieux que ça puisse paraître, c'est les fonctionnaires d'autorité qui, en fin de compte, finissent par déliter l'autorité même qu'il y a dans la hiérarchie institutionnelle. Parce que la manière dont les consignes sont données est en fait contestée en permanence par les syndicats qui veulent, eux, avoir leurs propres conditions d'application de ces consignes. Exactement. Si vous voulez, les gens viennent avec leur velléité personnelle et ils demandent à ce que l'institution s'adapte à leur velléité personnelle. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et quand ça concerne 130 000 policiers mis bout à bout, au bout d'un moment, on s'aperçoit que ça ne fonctionne pas, et tout ça est au détriment de la population. Alors qui plus est, on a vu au cours de ces 40 dernières années un délitement de l'État également, dans ses missions régaliennes de sécurité. On le voit bien avec la prolifération des polices municipales qui n'existait pas du tout à mon époque. Vous savez que il faut remonter très loin dans le temps. C'est Pétain qui a étatisé la police nationale. Auparavant, il y avait la préfecture de police qui était particulière, et puis toutes les polices un peu partout étaient municipales. C'est Pétain sous Vichy qui a en fin de compte étatisé la police nationale. Et puis petit à petit, on voit bien que l'État se désengage, crée de plus en plus d'unités de maintien de l'ordre pour se préserver. On l'a vu au moment des événements des Gilets jaunes, l'importance de la manipulation des forces de l'ordre au détriment de la police au quotidien, au détriment de la sécurité au quotidien des Français. C'est-à-dire qu'on s'est éloigné de la délinquance pour préserver une technopolice d'un côté, avec énormément de radars un peu partout, et puis de l'autre des forces des forces d'ordre, de maintien de l'ordre, avec du matériel très péremptoire, etc. Du matériel très péremptoire, très très martial, si vous voulez. Oui, on voit des gens caparaçonnés, armés, casqués. On est quand même très loin des gardiens de la paix que j'ai connus en képi, avec l'obligation d'avoir une moustache jusqu'à la commission des lèvres. On voit bien l'évolution. Il suffit de regarder dans la rue comment c'est aujourd'hui. Et par contre, on voit bien un désengagement de la sécurité du quotidien. Et est-ce que, quand vous nous parlez des velléités, quand vous nous parlez de la manière dont ça se réorganise, et il y a régulièrement des articles dans les journaux où on nous explique que les policiers disent qu'ils n'ont pas envie d'aller dans tel quartier parce que c'est trop dangereux pour eux, que les policiers n'ont pas la possibilité de véritablement faire la police dans les quartiers où les dealers ont mis, organisent en fait eux-mêmes la vie de la cité. Est-ce que c'est quelque chose dont on peut accuser, entre guillemets, ces policiers velléitaires, ou est-ce que c'est quelque chose qui, au bout du compte, ça a fini par s'imposer à la base policière ? Oui, si vous voulez, par effet boomerang, il y a eu une évolution de la société qui a été absolument terrible. Au niveau, par exemple, du code pénal et du code de procédure pénale, on a vu que on était passé d'une procédure inquisitoriale à une procédure contradictoire qui finit par se transformer en véritable pitrerie. Il faut savoir que
on était passé d'une justice de la victime à une justice de l'auteur. On le voit bien aujourd'hui, hein. C'est la prise, c'est lié à un courant de pensée développé par Marc Ancel il y a déjà une quarantaine d'années. Hein. En fin de compte, la sanction ne doit plus être exemplaire. Hein. On doit être au contraire aller vers la réhabilitation, la réinsertion, etc. Et on voit ce que ça donne. Hein. À mon époque, un voleur de voiture allait systématiquement en prison. Aujourd'hui, pour aller en prison, faut avoir fait une trentaine de faits avant de se retrouver derrière les barreaux. Et à mon époque, on parlait jamais de surpopulation carcérale, alors qu'aujourd'hui, on n'arrête pas de parler de surpopulation carcérale. Ce qui fait que par ruissellement, petit à petit, cette évolution de la société a induit une évolution de l'institution. Si vous voulez, tout se délite en fin de compte. Le délitement que je dénonce de l'institution policière, elle est liée par effet boomerang au délitement de toute une société. Donc, il est vrai que on a multiplié les embûches procédurales. Je l'ai dit aujourd'hui, le débat contradictoire dans la justice est devenu omniprésent et parfois prend des allures de pitrerie. Je vous cite un exemple. Un policier va arrêter un individu avec un sac avec 20 kilos de cannabis, et ben son avocat va lui dire, vous n'avez qu'à dire que vous alliez le porter au commissariat, justement parce que vous l'avez trouvé dans la rue. Vous voyez, on va admettre la contradiction au maximum. Et si par exemple on s'aperçoit que ce gars qui a ramené la valise avec les 40 kilos de cannabis, en bon citoyen, voilà, est connu, archi connu, l'avocat dirait, ben justement, vous voyez, ça prouve à quel point il voulait se réhabiliter en amenant ça au commissariat. Et on en arrive à cette parodie de justice qui fait qu'aujourd'hui les Français ne se sentent plus en sécurité. J'ai vu l'autre jour à la télévision qu'il y avait des sociétés de sécurité qui se créaient maintenant pour comme Uber, quoi. Hein. Vous passez un coup de fil et quelqu'un va pouvoir vous ramener jusqu'à chez vous, etc. Vous vous rendez compte où on en est arrivé? C'est absolument dramatique, quoi. En fait, on a l'impression que l'État a laissé la police se déliter et a réussi à créer deux institutions parallèles. D'une part, une tentative de police privée ou de police citoyenne avec les gens qui s'organisent entre eux ou effectivement le secteur privé qui investit lourdement dans la sécurité. Voilà, ce sont des milliards d'euros chaque année qui sont consacrés à la sécurité privée, là où la police est censée faire régner la loi. Et l'autre institution, c'est en fait l'institution mafieuse, l'institution clanique, où là où la police s'est retirée faute de moyens ou à cause d'une justice si laxiste et si attachée à réhabiliter l'auteur du crime plutôt qu'à faire en sorte que la victime reçoive consolation et justice, on a vraiment une espèce là aussi de police parallèle, mais c'est la police des dealers, c'est la police des trafiquants de drogue, c'est la police de ces clans comme à Marseille avec des noms effrayants et des actions effrayantes qui en fait font régner une loi à côté de la vraie loi. Tout à fait. La délinquance, elle a ses lois. Hein, elles sont d'ailleurs très sévères. Hein. Il suffit de voir à Marseille le nombre d'assassinats. Hein, donc, il y a pas beaucoup de recours. Mais vous voyez, il y a aussi une tendance à vouloir tout le temps critiquer la justice et dire que la justice est laxiste, etc. Mais comme disait Montesquieu, la justice n'est que la bouche de la loi. C'est le politique qui a tout doucement fait que cette notion d'autorité, d'expiation de la faute, etc. a disparu. Mais pour des raisons beaucoup plus pragmatiques qu'on ne le pense. Ça n'est pas une évolution vraiment sociétale. La justice a commis une énorme erreur au tout début des années 80. Elle s'est intéressée aux politiques. Elle s'est intéressée aux malversations, vous voyez, qu'il y avait dans les partis politiques, qu'il y avait dans la haute finance, qu'il y avait dans le monde, dans le monde économique, etc., de tous les décideurs. Et le politique s'est rendu compte qu'à un moment donné, il allait se retrouver en garde à vue, il allait avoir des problèmes avec la justice. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Si vous regardez l'évolution du code de procédure pénale de ces 40 dernières années, ils ont tout fait pour que le code de procédure pénale interdise carrément l'application du code pénal. C'est-à-dire l'avocat dès la première heure de garde à vue, la possibilité de la contradiction, les appels, le juge d'application des peines pour moduler les peines, le juge de la liberté de détention pour multiplier encore le contradictoire, etc. Aujourd'hui, vous savez que on va même avoir les avocats présents à la garde à vue, etc. Et alors,
on va vous laisser croire que c'est une avancée sociétale majeure, etc. Non, en réalité, c'est pour préserver le politique de tous les ennuis judiciaires dont on a aujourd'hui encore l'écho. Et donc, faut pas se tromper. Le politique a une part de responsabilité énorme dans la situation. Merci Maurice Signolet. Je rappelle que j'ai le plaisir de recevoir ce matin Maurice Signolet qui a écrit un livre fascinant, La police ne peut plus rien pour vous, aux éditions de l'Artilleur, et que tout à l'heure, avec Bertrand Saint-Germain, nous examinerons la haute figure à 8h07 de Robert Badinter. Voilà, puisque donc ça fait partie du système judiciaire. Justement, qu'est-ce que vous pensez de la manière dont vous qui avez vécu ça alors que vous étiez policier, dont Robert Badinter a aboli la peine de mort? Alors Robert Badinter, quand j'entends qu'il va bientôt rentrer au Panthéon, ça me rend fou, quoi. Badinter est l'un des plus grands responsables du marasme d'insécurité dans lequel on est aujourd'hui. Est-ce qu'il va rentrer au Panthéon parce que il a permis l'abolition de la peine de mort? La peine de mort a été abolie en Espagne, au Portugal, en Allemagne, en Angleterre, un peu partout. Est-ce que vous connaissez le nom de celui qui a permis l'abolition de la peine de mort en Suède, en Allemagne, etc.? Non. En France, oui. Le problème de Robert Badinter, c'est que il y avait une telle emphase oratoire souvenez-vous de son discours à l'Assemblée nationale, etc., qu'il n'en est pas arrivé à la fin de la peine de mort, mais à la mort de la peine. Petit à petit, par ruissellement, en fin de compte, la peine, quelle qu'elle soit, est devenue absolument insurmontable, insupportable. La prison est devenue quelque chose de terrible, etc., etc. Donc, il a une part de responsabilité absolument énorme. Quand j'ai appris qu'il allait être panthéonisé, je me suis dit bon bah voilà, c'est l'aboutissement de 30 ans de quelque part d'irresponsabilité, quoi. En panthéonisant quelqu'un, on veut montrer qu'il a marqué l'histoire. Et qu'il est exemplaire. Oui, il a marqué l'histoire, oui, effectivement, mais pas dans le sens, moi, j'ai pas cette impression-là, si vous voulez. Comme je vous l'ai dit, hein, il est arrivé à la mort de la peine et pas à la fin de la peine de mort. Parce que, justement, et c'était tellement grandiloquent, ça nous rappelait l'entrée de Jean Moulin au Panthéon, c'était absolument extraordinaire. On avait les larmes qui coulaient, mais le seul problème, c'est que, moi, j'aurais préféré, comment s'appelait-il ce grand philosophe là la fin du XVIIIe siècle qui disait le glaive de la justice n'a pas de fourreau, sans cesse il doit menacer et frapper. C'était ça la justice. Joseph de Maistre, voilà, ça me revient. Voilà, ça c'est des paroles qui marquent. Mais là, quelque part, c'est l'aboutissement. Vous savez, quelque part, j'ai quand même un peu d'optimisme quand même. Merci, parce que alors là, je m'apprêtais à faire une relance en disant mais Maurice Signolet, s'il vous plaît, juste une lueur d'espoir au milieu des nuages. Alors une lueur d'espoir, je vais reprendre ce philosophe Joseph de Maistre, qui parlait pour décrire la société, il disait que c'était pas linéaire l'évolution de la société. Il y avait des périodes et des époques. Et que parfois ces époques brillaient encore un peu comme une étoile morte dont on voit encore la lumière qui nous arrive. Je crois que cette société aujourd'hui, c'est un peu ça. On vit une époque, il y a encore quelques lumières qui brillent comme ça, mais le bon sens, à mon avis, va reprendre toute sa valeur. Et le bon sens, il viendra d'où? Il viendra pas, je crois, d'un homme providentiel, mais il viendra d'un peuple providentiel. Je crois que on vit une grande époque de fin d'époque, oui, de fin de comète, et que le bon sens va reprendre ses droits. Tout du moins, je l'espère. Et mon espoir, c'est que le bon sens revienne aux gens simples, vous voyez, aux gens ordinaires. Qui sont la véritable noblesse en fin de compte, la noblesse du cœur, les gens qui ne sont rien et qui pourtant représentent ce qu'il y a de meilleur. Quand il y a eu l'événement des Gilets jaunes, moi j'étais abasourdi. Pour la première fois depuis très longtemps, un peuple se soulevait, non pas pour réclamer de l'argent, etc., mais pour dire il y en a marre, quoi. Arrêtez. Je crois qu'on est sur cette fin de comète et que il va falloir. Moi maintenant, je suis un peu âgé, mais non. Mais je pense que d'abord, je crois
qu'il faut que des gens de mon âge reprennent un peu le dessus parce qu'on n'a pas d'ambition. On n'a plus d'ambition, on n'a pas d'ambition personnelle, etc. On vient simplement en disant, voilà, il y a des choses peut-être à changer. Vous savez, je me remémore Walter Benjamin, ce philosophe allemand là, qui a préféré se suicider plutôt que d'être livré aux Allemands. Il disait, chaque époque rêve la suivante. Il faut accompagner ce rêve pour qu'il ne se transforme pas en cauchemar. Je crois que c'est la société qu'on vit aujourd'hui. Il va falloir que peut-être d'anciens viennent et disent, j'aime bien les citations, hein, un peu comme Cocteau, le progrès peut être le développement d'une erreur. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on connaît. Au nom du progressisme, on a accepté des tas de choses et puis aujourd'hui, on s'aperçoit que ça peut être une erreur. Vous nous décrivez d'une part une société bloquée parce que la justice est devenue compliquée. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Le code de procédure, sous l'influence des politiques, a accordé tellement de droits à la défense que voilà, il est devenu illisible, horriblement compliqué à quelqu'un de se faire véritablement inculper. Il est devenu compliqué à la police de mener son enquête, ce que vous appelez le caractère inquisitorial. Et en parallèle, donc, il y a ce peuple qui se retrouve, bien sûr, avec les gilets jaunes en train de réagir, mais qui se retrouve cruellement matraqué, particulièrement puni en fait par le pouvoir, avec d'ailleurs des policiers, c'est une question peut-être un peu polémique, qui pour le moment n'ont pas été condamnés, qui pour le moment n'ont pas été... la justice a considéré que tout ce qui s'était passé, qui nous paraît un peu stupéfiant, vu le nombre de personnes éborgnées et abîmées, pour le moment, la police, selon la justice française, pendant l'exercice du pouvoir d'Emmanuel Macron, a considéré que tout avait été bien fait. Je vous l'ai dit dans mon propos liminaire, moi j'ai connu une hiérarchie de compétences. Aujourd'hui, on connaît une hiérarchie d'obéissance. Parce que cette hiérarchie n'a qu'un seul but, c'est de faire évoluer sa carrière. On voit aujourd'hui, il y a plein d'anciens commissaires divisionnaires qui deviennent préfets, etc., etc. Mais au niveau de la compétence, il y en a plus. Par ruissellement, lorsque vous allez après dans les corps intermédiaires des officiers, des gardiens de la paix, etc., vous retrouvez cette même dynamique inverse de servitude à l'égard du pouvoir. Vous savez, moi, je suis rentré dans la police parce que j'ai le souci de l'autre. J'ai été, et je suis un bon chrétien, j'ai été élevé dans la foi chrétienne. On m'a appris que l'autre était peut-être plus important que moi-même. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis rentré dans la police. J'étais prêt à sacrifier ma vie pour l'autre. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. C'est pour ça que je pense que il est grand temps qu'il y ait une évolution sociétale qui aille de nouveau vers le profond, vers l'intense, vers la profondeur de l'investissement réel, etc. Aujourd'hui, tout est tellement devenu factice. On n'a plus que des jouissances hédonistes et on en oublie ce qui fait l'essence même de l'homme, c'est son âme. Et dans la police, si on fait ce métier-là sans âme, vous savez, moi j'ai vécu des choses terribles. J'ai vu des victimes vivre des choses absolument dramatiques. Quand j'étais à la brigade criminelle, j'ai traité beaucoup de meurtres. À chaque fois, si vous ne vous laissez pas emporter par l'émotion, ce métier-là peut être désastreux. Tous les métiers qui touchent l'humain, que ce soit l'éducation nationale, la médecine, la police, etc., dès lors que vous touchez l'humain, s'il n'y a pas derrière une volonté humaniste profonde, j'aurais presque dire chrétienne, revenir à nos valeurs chrétiennes, qui étaient ce goût de l'autre, ça vous donne tout de suite une dimension qui n'a plus rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Redécouvrons la profondeur. Voilà. Alors, on va redécouvrir la profondeur, donc il y a peu de chances que ce soit l'éducation nationale qui nous y aide. Vous nous dites dans votre livre « La police ne peut plus rien pour vous » aux éditions de la Tilleur. Justement, le titre parle tout seul. Est-ce que les citoyens peuvent quelque chose pour eux-mêmes ? C'est-à-dire ? Qu'est-ce que vous pensez justement des parents vigilants, des voisins vigilants ? Qu'est-ce que vous pensez de la manière dont, face à une certaine faillite de l'État, les citoyens tentent d'organiser une des fonctions régaliennes qui est sur la sécurité, sur laquelle l'État est en défaut ? Alors, je suis pas proudhonien parce que il y a eu quelques dérives, mais je crois beaucoup au communalisme. C'est-à-dire que je pense que
le lieu fait lien. Il faut que l'on redécouvre ce qui faisait notre force auparavant, hein, c'est-à-dire il y a pas un meilleur exemple que on n'arrête pas de parler de vivre ensemble, ça, c'est complètement galvaudé. On ne peut pas mieux comparer qu'est-ce qui fait la force de l'homme, c'est sa consubstantialité. On ne peut pas mieux comparer la consubstantialité des hommes à une plage. Une plage, elle est composée de multitudes de grains de sable. Quand vous le prenez, les grains de sable s'émiettent. Et cependant, le tassement des grains de sable donne une assise sur laquelle vous pouvez marcher, etc., etc. Et au gré des marées, au gré du vent, etc., à chaque fois, la plage se reconstitue pour permettre cette stabilité. Les hommes, c'est pareil. Je crois que il va falloir qu'on redécouvre les liens de proximité. C'est-à-dire que qu'est-ce qui faisait notre proximité ? Notre langue, notre culture, nos mœurs. C'était ça qui était important. Redécouvrons nos mœurs, redécouvrons ce qui a fait ce que nous sommes, et on redeviendra un peuple. On a voulu depuis une quarantaine d'années, avec la marchandisation du monde, hein, on a voulu transformer une nation et un peuple en un territoire et une population. C'est pas du tout la même chose. On voit bien l'échec que donne. Alors je sais bien, je m'éloigne énormément de la police. Vous nous dites surtout que la sécurité doit être en fait l'émanation du peuple, et que Exactement. Si le peuple ne croit plus en lui-même, si le peuple n'est pas capable de sentir qu'il a une communauté de destin, voilà. C'est exactement ça. Vous savez, je crois qu'on vit une grande crise de la démocratie. On n'arrête pas de nous rabâcher ce terme, la démocratie, mais entre Demos et Kratos, il y a un vrai dilemme, quoi, hein, entre le peuple et le gouvernement du peuple. On s'aperçoit que là, il y a un fossé qui est énorme. Il serait grand temps que le peuple reprenne en main son destin. Il serait temps que le peuple reprenne en main son destin. Et donc, on va juste une dernière phrase en une minute. Donc, ce communalisme, ce localisme, pourquoi est-ce que le lieu fait le lien, et concrètement, qu'est-ce que... Reprenons l'histoire. Traversons nos campagnes. On a 36 000 communes. C'est 36 000 richesses qui nous a construit. Je pense que le lieu, notre lieu, c'est notre territoire français, hexagonal. On a une culture. J'ai une petite maison à 6 kilomètres de l'Espagne. Quand je traverse l'Espagne, je m'aperçois qu'ils mangent pas comme nous. Ils pensent pas, ils mangent pas à la même heure déjà. Hein, c'est incroyable. Ils pensent pas comme nous. Ils ont pas la même forme d'humour, etc., etc. C'est ce qui faisait notre richesse. Qui plus est, la France avait cette richesse hors du temps, hors du commun, qui s'appelait l'élégance. On avait réussi à construire quelque chose qu'on appelait l'élégance. J'arrête pas d'entendre tous ces débats là, avec Depardieu, etc., là, sur le consentement, etc. Mais la France avait inventé la galanterie. C'est nous qui avons inventé ce consentement, cette relation très très particulière qui nous liait entre les hommes et les femmes. Et je crois que si on redécouvrait, ne serait-ce que ça, la profondeur de notre élégance, d'un peuple élégant, eh ben on ferait un très grand pas. Merci mille fois, Maurice Signolet, de nous avoir accompagnés ce matin. Je me suis éloigné un petit peu de la police, mais bon. C'est pas grave, vous nous avez parlé des Français, c'est excellent. Merci beaucoup, Maurice Signolet.